Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants, le grand forum Fréquence Évasion. L'invité aujourd'hui, c'est le général Didier Tauzin pour la parution de son ouvrage Rebâtir la France aux éditions Mareuil. À tout de suite. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Général Didier Tauzin, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous avez écrit un livre, Rebâtir la France, chez Mareuil Éditions. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre et quels sont les principaux messages que vous délivrez à travers cet ouvrage, Rebâtir la France? J'ai écrit 2 livres chez Mareuil Éditions. Le premier s'intitule Rebâtir la France. Il a été mis en librairie le 15 janvier 2015. Et le second s'intitule, c'est la suite si vous voulez, Le projet présidentiel qui est publié cette année. D'accord. Dans le premier, si vous voulez, est ce qu'on appelle, c'est un terme qui, bon, peu importe, qui n'est pas forcément approprié, c'est ce qu'on appelle une vision de la France et de l'avenir. Je l'ai écrit avec une centaine de personnes, en fait, de tous horizons politiques, religieux, économiques, etc. Et sur plus d'une année et demie, parce que je voulais, si vous voulez, avoir quelque chose de concret, mais aussi accessible à tous, parce que c'est facile d'écrire pour des experts. Moi, ce que je souhaite, c'est être vraiment compris de tout le monde, ce qui n'est pas toujours le cas pour les livres politiques. Donc, une vision de la France à partir de comment la bâtit-on, une vision de la France? Eh bien, ou d'un pays, ou du monde? Eh bien, on la bâtit d'abord sur une connaissance assez précise, la plus précise possible, et une connaissance méditée du passé, de l'histoire de notre pays, de notre culture, de notre civilisation, mais aussi de l'histoire, de la culture et de la civilisation européenne, et bien sûr au niveau mondial également. Donc une connaissance méditée du capital, si je peux dire, de notre histoire, une connaissance aussi précise que possible du présent et des évolutions en cours, ce qui permet de tracer un chemin d'avenir. Je ne connais pas d'autres méthodes réalistes, parce que bien sûr je ne suis pas du tout un idéologue, je ne connais pas d'autres méthodes réalistes que celle-ci. Et donc c'est à partir de cela, c'est comme cela que j'ai écrit le premier livre, et j'en conclus, encore une fois, sans aucune approche. Je suis général, donc moi j'ai pour principe qu'un officier n'a qu'un seul parti, c'est la France. Droite, gauche, centre et autre chose ne m'intéresse pas. Il peut y avoir de très bonnes propositions dans tous les partis politiques, mais ce n'est pas parce qu'elles sont bonnes qu'elles sont de droite ou de gauche, ce n'est pas que parce qu'elles sont mauvaises qu'elles sont de droite ou de gauche. Ce qui importe, c'est de coller à la réalité, et ensuite pour les mettre en œuvre, c'est une autre affaire. Il faut une volonté, donc il faut un chef avec une véritable vision et la durée. Donc j'en conclus, si vous voulez, de ce travail qui a duré donc 1 an et demi, qu'il y a aujourd'hui en France de gros risques. La France va mal, bien sûr, tout le monde le sait, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on pourrait y rester très longtemps. Elle va mal, et si nous ne redressons pas la barre rapidement, eh bien cela peut aller vers des crises, des drames. Aujourd'hui, depuis 3-4 ans, on parle de plus en plus de guerre civile possible. C'est même le titre du dernier livre d'Yvan Rioufol, La guerre civile qui vient. Aussi infime que soit la probabilité de cet événement dramatique, le simple fait qu'il y ait une probabilité toute petite oblige à prendre en compte cette affaire. Ce que nos gouvernants ne peuvent pas et ne savent pas et ne sauront pas faire, parce qu'ils sont la cause du problème. Quand je dis nos gouvernants, je veux dire le système de gouvernement que nous avons depuis une quarantaine d'années, qui est en fait un retour à ce que De Gaulle appelait le système désastreux des partis, que moi j'appelle la dictature de fait des partis, enfin peu importe l'appellation. C'est-à-dire que les partis politiques vivent pour eux-mêmes. Ils ont des stratégies de partis qui consistent soit uniquement à prendre et conserver le pouvoir, soit à prendre le pouvoir pour, comme disait Madame Taubira, nous obliger à un changement de civilisation. Ce pour
deuxième partie de ce constat, et puis donc qui fonde la vision, c'est je suis intimement persuadé qu'on ne construira l'avenir que sur les éléments solides de notre passé, de notre culture, de notre civilisation. Et d'ailleurs, je constate aujourd'hui qu'il y a une réappropriation des fondamentaux de notre pays. Certains disent, c'est une expression qu'on entend de plus en plus souvent et avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Certains disent qu'il y a une droitisation de l'opinion. Je ne crois pas. Et je suis même persuadé du contraire. Et j'ai des éléments maintenant solides, après près de 35 conférences à travers la France, et des conversations avec des gens de droite et de gauche, avec des altermondialistes, avec des écologistes, avec des chrétiens, des musulmans, etc. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de droitisation au sens où on entend sur l'échiquier politique actuel. Ça n'a rien à voir. C'est une réappropriation des fondamentaux. Quand on regarde la jeunesse, par exemple, qu'elle soit de droite ou de gauche, elle revient à la famille. Ah oui. De même, il y a aujourd'hui un besoin d'autorité. Et ces valeurs-là, ces éléments-là, la famille, l'autorité, la nation, la dignité personnelle, la responsabilité, tout cela qui revient, ce n'est ni de droite ni de gauche. Ça fait partie des fondamentaux de notre pays. Et c'est quelque chose qui devrait d'ailleurs nous unir, plutôt que nous diviser sur des bêtises comme la droite et la gauche, qui sont sans aucun fondement. Nous devrions nous focaliser sur ce qui nous réunit, en particulier les fondamentaux. Et à partir de là, si vous voulez, eh bien, on peut tracer un chemin d'avenir. Et ce chemin d'avenir, il doit prendre en compte les évolutions perceptibles pour le siècle qui vient. J'aime beaucoup cette parole de Golda Meir. C'est bon pour un politicien que de s'intéresser à la prochaine élection. Un homme d'État s'intéresse à la prochaine génération. Voilà. Et je l'ai d'ailleurs mis en bulle d'un de mes chapitres du premier livre. Et donc, aujourd'hui précisément, le long terme en France, c'est la prochaine présidentielle. Eh bien ça, c'est destructeur au possible. Ce n'est pas du tout de la politique, parce que le chef de l'État doit appréhender le long et le très long terme. Et je constate que les grandes lignes du XXIe siècle, nous les connaissons. Simplement, le siècle sera ce que nous en ferons, par notre décision, par notre politique ou par notre absence de politique et absence de décision. Donc, quelles sont-elles, ces grandes lignes du XXIe siècle pour nous, Français et Européens? Parce que je crois qu'il est impossible aujourd'hui de réfléchir autrement qu'au niveau européen. Il est évident que l'Europe a été très mal construite depuis 40 ans, n'importe comment, sans tenir compte de la vie des peuples, ou même en allant contre la vie des peuples, comme ça a été le cas chez nous, avec Nicolas Sarkozy en particulier, mais pas seulement. Donc la construction européenne ne tient pas la route. Qu'en restera-t-il d'ailleurs l'an prochain au moment de la présidentielle? On peut se le demander. Déjà Schengen, de fait, n'existe plus, même si sur le papier, ça existe toujours. Donc c'est au niveau européen qu'il faut réfléchir dans toute la mesure du possible. Et donc fédérer les énergies, non pas fédérer les États, c'est autre chose, mais fédérer les énergies européennes pour atteindre des buts qu'un pays à lui tout seul ne peut pas obtenir. Quels sont les grands défis de l'avenir? Il y a premièrement une Europe qui est en train de se suicider, qui se suicide démographiquement, culturellement, politiquement. Et il y a des cas plus dramatiques que les autres, par exemple l'Allemagne, qui, sauf apport massif par l'immigration, aura environ 30 millions d'habitants en 2080. Donc, si vous voulez, c'est une situation dramatique. De même, culturellement, nous abandonnons tout à la culture américaine. Et politiquement, l'Europe ne vaut rien. Alors justement, les Français s'insurgent sur l'envahissement de la culture américaine, ne serait-ce qu'à la télévision, où franchement, là on voit plus que des séries américaines, on voit plus que des concepts américains, et on perd notre identité. Oui, c'est vrai, mais pourquoi la perd-on? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a plus de politique. Je reviens toujours à la même chose, pardonnez-moi. Ce n'est pas un leitmotiv, c'est un constat fort, et je crois que c'est le constat majeur à partir duquel nous pouvons remonter la pente. Nous n'avons plus de politique. Aujourd'hui, nos responsables, nos gouvernants sont trop accoquinés aux États-Unis d'abord,
France pour certains, quoi qu'ils en disent d'ailleurs, et de fait abandonnent, si vous voulez, le service de la France et des Français. La politique avec un P majuscule, c'est de servir l'homme. Et en France, servir la France et les Français. En Europe, servir l'Europe et les Européens, etc. Servir l'entité que nous avons à gouverner. Le président de la République française, sa mission et sa seule mission, c'est de servir la France et les Français. Et de faire en sorte que le gouvernement serve la France et les Français. En protégeant ce qui doit l'être, en développant ce qui peut l'être, et puis en investissant là où il le faut. Et ce que vous dites pour la culture est vrai pour l'économie. Aujourd'hui, nous allons avoir le TAFTA, donc ce traité de libre-échange entre l'Amérique et l'Europe, qui va de fait laminer nos petites et très petites entreprises et notre agriculture au profit de quelques très grandes entreprises, essentiellement américaines, mais aussi européennes. Donc tout cela est une dérive du fait que le politique ne tient plus sa place en France et en Europe, et d'ailleurs dans beaucoup de pays, y compris les États-Unis, voyez-vous. Je crois que c'est, je ne suis plus certain de ma référence, mais il me semble que c'est Eisenhower qui disait en 45, s'il vous plaît, que si l'on n'y prête pas garde, le monde sera un jour gouverné par le lobby militaro-industriel américain. Nous avons fait énormément d'émissions, je sais pas, une dizaine d'émissions avec Pierre Jovanovic justement sur le sujet. Alors aujourd'hui, que faut-il faire? Il faut sortir de l'Europe. Comment se reprendre en main? Alors, ça, c'est le deuxième livre, le projet présidentiel. Comment se reprendre en main? D'abord, il faut créer les conditions du renouveau, de la reconstruction. Et ces conditions, elles sont, nombreuses, mais absolument déterminantes. La première, c'est qu'il y ait, comme chef de l'État, un chef. Et un chef, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un, bien sûr, qui prend des décisions en regardant loin. Franchement, un chef, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, connaît aussi intimement que possible et d'une manière mûrie le passé, la culture, la civilisation française, européenne, etc., qui connaît aussi précisément que possible le présent, et cela sans aucune guerre idéologique, sans aucun a priori financier ou autre. Il est au service, le chef. Le chef, c'est le premier serviteur de la mission. Voilà. Et puis ensuite, c'est un homme de décision. Il sait prendre des décisions dans l'adversité, il sait fédérer les énergies, il sait trouver les bonnes compétences, et puis il est capable de tenir tête à l'adversité. Voilà. Ou alors il s'en va. Ou alors il s'en va. Il faut d'abord un chef. Or, des chefs d'État, on n'en a pas eu véritablement depuis Pompidou. Je regrette de le dire. Un chef en France doit tenir compte de la nature de la nation française, qui est en particulier cette forte propension à se désunir. Or, François Mitterrand passait beaucoup de temps à lever le peuple de gauche contre le peuple de droite. Un Français doit conduire. On a eu le démagogue feignant par excellence, Jacques Chirac. Un chef doit s'élever au-dessus de la mêlée. On a eu Nicolas Sarkozy qui faisait le travail de tout le monde sauf le sien. Et il le faisait mal, le sien du moins. Et puis maintenant, on a François Hollande. Je préfère me taire. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie du général Didier Tauzin pour la parution de son ouvrage Rebâtir la France chez Mareuil Éditions. Parlons de François Hollande. Il y a énormément de Français, je crois qu'il y a 70 ou 80% des Français qui demandent sa démission. Plusieurs mouvements, notamment le CNT, réclament un nouveau système ou une 6e république ou une démocratie directe où le peuple serait souverain. Quelle est votre opinion? Le peuple est théoriquement souverain depuis 1789. Et je crois que depuis cette époque, il ne l'a été presque vraiment qu'avec De Gaulle. Et je dis presque vraiment. Il est évident qu'aujourd'hui, le peuple n'est plus souverain. Et d'ailleurs, quand il s'exprime souverainement contre la ligne que souhaitent les gouvernants, eh bien, on
on viole allègrement la souveraineté, référendum de 2005. Oui, je crois vraiment qu'il faut tout refonder sur la souveraineté du peuple, et c'est l'une des directions fortes de mon second livre, le projet présidentiel. Refonder notre démocratie. Quant à changer de république, je ne sais pas si c'est le sujet. Moi, je suis désolé, le contenu est beaucoup plus important que le contenant. S'il faut un jour changer le numéro de république, on changera le numéro de république. Mais ce n'est certainement pas l'essentiel. Et plutôt que de procéder par un grand chambardement avec une possible révolution, etc. à la clé, non. Il vaut mieux procéder dans une certaine durée, avec détermination, mais en même temps avec souplesse. Et puis en se fondant sur la souveraineté du peuple. Moi, je suis un fervent de l'implication des citoyens. Par exemple, je disais, parmi les conditions, il faut un chef. Oui, c'est la première des conditions, sine qua non. Ensuite, il faut établir le cadre du renouveau. Et ce cadre du renouveau, ce sera à partir d'un référendum. J'y tiens beaucoup. Il faut que les Français se prononcent sur 3 points essentiels, au moins. Le premier, c'est faire une pause migratoire. Je ne suis pas du tout raciste. J'ai commandé des blancs, des noirs, des jaunes, des gris, etc. Des gens de toutes les religions ou sans religion. Quand j'allais en opération, il m'arrivait malheureusement de ramener un garçon entre 4 planches, peu importe qu'il soit noir, c'était un soldat de France. Ouais. Ça, c'est parfaitement clair pour moi. Et aujourd'hui, le flux migratoire est tel dans notre pays qui a tellement perdu de sa cohésion que là, nous risquons très gros. Ouais. Donc, il faut faire une pause migratoire de longue durée, 20 ans, le temps de reprendre nos esprits, de rétablir des instruments de cohésion nationale, et puis ensuite, nous verrons. Mais pour l'instant, et le peuple doit se prononcer, il n'a jamais été consulté sur l'immigration, ce qui est pour moi scandaleux, parce que c'est lui qui est intéressé au premier chef tout de même. La France, c'est le peuple de France. Bien sûr. Vous et moi. Tout à fait. Donc, premier référendum. Le deuxième concerne la souveraineté. Alors, ce n'est pas la souveraineté par principe. Je ne suis pas un idéologue de la souveraineté, mais une personne adulte, comme une nation adulte, doit pouvoir s'autodéterminer librement. Et c'est une famille, un pays, c'est une famille. Mais voilà, même Nicolas Sarkozy a repris une phrase qui est, je crois, de Charles Maurras, j'en sais rien, je m'en souviens plus. Une nation, c'est une famille de familles. Voilà. Et donc, et puis notre nation a une profondeur historique tout à fait exceptionnelle. À part la Chine et l'Iran, il me semble que c'est la plus vieille nation au monde, après celle-là. Il y a peut-être de plus petites qui sont plus anciennes, mais je n'en suis pas certain. Donc nous avons une profondeur, et Israël bien entendu, du moins le peuple juif. Donc nous avons une personnalité française, il y a une personnalité de la nation française, il y a une vigueur sans pareille, et qui bien sûr s'affadit de temps en temps, comme en ce moment. Mais la nation ne peut s'affirmer dans le monde et ne peut être elle-même, ne peut s'épanouir que si elle est souveraine. Et aujourd'hui, elle ne l'est plus. Donc il faut reprendre notre souveraineté par référendum, quitte à en déléguer très rapidement certains éléments à une nouvelle construction européenne, à l'ONU, etc. Mais il faut que ça soit fait d'une manière qu'aujourd'hui, nous ne savons plus où nous sommes. Et dans cette Europe, par exemple, qui prétend faire des mariages forcés entre les Finlandais et les Grecs, ça ne va plus du tout. Donc il faut reprendre notre souveraineté. Alors, il y a d'abord la souveraineté sur nos lois. Il faut abroger ces articles de la Constitution ou les transformer, qui disent que les règlements de l'Union européenne sont supérieurs aux lois françaises, que la justice sont... Non, ça c'est pas tolérable, c'est pas possible. Nous sommes chez nous. Et ensuite, il y a aussi la souveraineté diplomatique et militaire. Il faut quitter le commandement militaire de l'OTAN. J'ai dit le commandement militaire. Quitter l'OTAN, c'est autre chose. On peut y revenir plus tard, si vous voulez. Mais ce que je souhaite, c'est que moi, ce que je voudrais, c'est transformer l'OTAN. L'OTAN, aujourd'hui, est une machine qui peut nous conduire à la guerre, alors qu'on pourra en faire une machine de paix, de pacification et de développement. Ça serait mieux, Et puis, ensuite, il y a aussi ce fameux TAFTA, le traité de libre-échange. Si vous voulez, entre la réintégration du commandement militaire de l'OTAN et la signature du TAFTA, nous devenons vassaux. La France devient totalement... On n'est plus rien, on n'est plus rien finalement. Voilà, devient totalement vassal des États-Unis. Ce qui pour moi est intolérable. Intolérable. Donc ça, ce sont les deux premiers référendums. Et le troisième
troisième vise à nous redonner des repères. Là, on est sur le deuxième livre, hein, monsieur, c'est-à-dire le projet présidentiel. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de nihilisme ou de relativisme. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est bien qu'on n'a plus aucun repère. C'est totalement dommageable. À la justice, il y a des juges qui prennent des décisions. Certains juges, hein, il ne faut surtout pas tous les jeter aux gémonies. Hein. Certainement pas. Hein. Il y a certains juges qui prennent des décisions totalement contre l'intérêt national, contre la simple morale publique. On a besoin de repères pour les partis politiques. Par exemple, aux dernières élections régionales, dans l'ouest parisien, un parti s'est présenté prônant la charia, hein, et a fait plus de 5%. Et on n'a aucun outil constitutionnel pour l'empêcher. Du moment qu'il respecte les lois formelles, eh bien il le peut, il est légitime. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Donc il faut, si vous voulez, dans un document unique et constitutionnalisé, rassembler ce qui fait la personnalité de la France, rassembler les fondamentaux de notre pays. Et ces fondamentaux, ils sont assez peu nombreux, voyez-vous. Il y a d'abord une certaine conception de l'homme, de l'être humain. Toute notre histoire véhicule une conception chrétienne de l'être humain étant considéré comme ce qu'il y a de plus grande valeur dans tout l'univers. Voilà. Et donc, de ce fait, il est infiniment respectable. Il est créé, soit par la nature, soit par un dieu, selon qu'on a une foi ou non, et il est donc de ce fait infiniment respectable, et tout le monde doit le respecter. Et donc, tout doit être mis au service de son développement. Hein? Ça, c'est le premier des fondamentaux. Le deuxième, c'est la famille. Depuis, nous avons hérité de la Rome antique et de la Grèce antique, et certainement de beaucoup plus loin, une conception politique de la famille. Je dis bien politique, je ne parle pas de morale ou de religion, là. Une conception politique de la famille qui est considérée comme la matrice de la nation. Il y a un lien matériel et spirituel entre la famille et la nation. La famille procrée les citoyens de demain et elle les éduque. Elle est le premier lieu de civilisation, elle est le premier lieu économique. Voilà, donc, si vous voulez, c'est quelque chose de politiquement majeur, la famille. Hein. Là, c'est pas la famille, un homme, une femme et des enfants. Je sais parfaitement qu'il y a de nombreuses familles désunies, etc., etc. Mais je sais aussi que les gens qui vivent dans ces conditions-là le vivent souvent avec beaucoup de souffrance. Oui, beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de souffrance. Mais politiquement, c'est la famille telle que notre histoire nous l'a confiée, qui est l'un des fondamentaux essentiels de la nation. L'égalité homme-femme. C'est du bon sens. Mais c'est du bon sens. Et tout cela, c'est ni de droite, ni de gauche. Ni de droite, ni de gauche, mon cher monsieur. Ça n'a rien à voir avec les élucubrations de nos partis politiques d'aujourd'hui, hein, qui ne font que nous diviser sur des broutilles à leur profit. Voilà. Hein. Et ces choses-là, si vous voulez, ce dont je viens de vous parler, eh bien, j'en ai parlé avec des gens dont on pourrait croire qu'ils sont très loin de moi, mais en fait, nous sommes très proches. Nous sommes mis d'accord là-dessus avec des écologistes, avec des altermondialistes, avec des gens de gauche, avec etc., etc., etc. Hein. Donc ce sont des fondamentaux qui peuvent nous réunir tous et servir de repères communs pour tout doucement, progressivement, sans heurts ni violence, mais avec détermination, reconstruire notre unité et notre cohésion. C'est essentiel, la cohésion. Une famille qui n'a pas de cohésion est une famille éclatée. Alors il faut simplement être dans le respect, dans le partage. Il faut être dans le respect total de la personne humaine, mais pas uniquement de la personne humaine, mais aussi de la famille et de la nation. Et de la nation, il faut cesser de véhiculer cette idée que l'amour de la nation est belliqueux. Si vous voulez aimer notre nation française, ce n'est pas détester les autres. Tout à fait. Si j'aime mes enfants, je ne déteste pas les enfants des autres. Bien entendu. J'ai un amour de prédilection pour les miens, parce que ce sont mes enfants et que j'en suis responsable. Eh bien, c'est pareil au niveau de la nation. J'aime la France de prédilection par rapport aux autres, mais je n'ai aucune haine pour aucune autre nation. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion.
Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie du général Didier Tauzin pour la parution de son ouvrage Rebâtir la France chez Mareuil Éditions. Et la protection de l'environnement, parce que ça préoccupe un nombre croissant de Français. Le nucléaire, les rivières et les océans empoisonnés, enfin la nourriture aussi, c'est la même chose. C'est quand même très préoccupant. Quel est votre avis sur le sujet ? Eh bien, on pourrait entrer dans les détails, mais ça risquerait d'être long. Oui. Je crois que là aussi, nous ne prenons pas le problème par le bon bout. Quand on discute avec certains écologistes, on pourrait croire que, pour eux, il faudrait éradiquer l'espèce humaine pour sauver la planète. Bon, ça, c'est bien entendu, c'est totalement aberrant. Ouais, c'est sûr. Mais il faudrait arrêter le progrès, il faudrait arrêter l'électricité, il faudrait arrêter de la voiture, etc. Bon, on n'en sort pas, ce n'est pas possible. On ne va pas désinventer l'électricité, on ne va pas désinventer le moteur explosion, au contraire, on ira plus loin. Bon. Mais il faut tout replacer cela. Le progrès en soi est bon. Et le progrès, qu'il soit économique, culturel ou autre, en fait, il est né en Occident, en Europe. On l'oublie tout le temps. On l'oublie tout le temps. Et il y a des exemples magnifiques de cela. Je vais en dire un très rapidement. Nos ancêtres, jusqu'au XIIe siècle, travaillent la terre avec l'araire. Et l'araire gratte la terre sur quelques centimètres de profond. Et puis un jour, dans un monastère du nord de la France, me semble-t-il du moins, des moines ont inventé la charrue tractée par des chevaux et des bœufs, qui permet de labourer la terre beaucoup plus profond. Et puis aussitôt, les rendements ont été multipliés par 4, 5 ou 6. Ils ont transmis ça aux paysans d'alentour, et de proche en loin, ça s'est transmis un peu partout, si bien qu'en un siècle, la population de la France a été multipliée par 5. Tout simplement parce que les rendements étaient supérieurs. C'est quand même bon, le progrès. Bien sûr. Simplement, il faut que le progrès soit au service de l'homme. Eh bien, c'est pareil pour tout, en particulier pour l'écologie. Tout doit être centré sur l'homme, le service de l'homme. Mais le service de l'homme dans la durée. C'est-à-dire en prenant en compte le futur, les générations futures. Et puis, les besoins de l'homme. Aujourd'hui, on lui crée des besoins qu'il n'avait pas. Nous détruisons, nous gâchons 30% de la nourriture produite dans le monde, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Il y a certainement des choses à faire. Et il y a évidemment des adaptations à faire. Mais tout doit être, l'écologie comme le reste, tout doit être centré sur le service de l'homme. Alors, en matière écologique, ça veut dire que, par exemple, vous avez au milieu du Pacifique deux territoires marins, grands comme l'Europe, chacun comme l'Europe, qui sont couverts de plastique. Oui. Ça, c'est inadmissible, c'est intolérable, parce que ça pollue, ça tue les poissons, etc. C'est intolérable. Vous avez les rivières polluées. Eh bien, le service de l'homme passe par la dépollution des rivières, mais il faut le voir dans la perspective du service de l'homme, du bien-être de l'homme, et non pas inverser les choses, handicaper l'homme, handicaper le développement pour permettre à la planète d'être mieux. Non, il faut que la planète soit bien pour l'homme. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'au niveau de l'écologie, c'est quand même plus que préoccupant aujourd'hui. Voudrait faire un virage à l'angle droit. Je ne sais pas si un virage à l'angle droit. Peut-être, monsieur, parce que là encore, il faudrait entrer dans des détails, mais... Au niveau du nucléaire, par exemple, vous voyez, j'ai fait plusieurs émissions. Sans doute, aujourd'hui, voyez-vous, il est fort décrié pour des raisons essentiellement idéologiques. Oui. Mais je ne suis pas certain que... je suis persuadé, au contraire, que le nucléaire est moins polluant que le charbon, que bien d'autres énergies. Et de toute façon, nous avons besoin d'électricité, sauf à retourner progressivement à l'âge de pierre. Mais pourquoi pas développer les énergies renouvelables ? Eh bien, pourquoi ne pas développer les énergies renouvelables ? D'accord, mais à condition que, vous voyez, qu'elles produisent suffisamment, qu'elles ne soient pas elles-mêmes polluantes. Quand on voit les éoliennes, qui ne produisent que, je crois, 2,5% des besoins français, c'est-à-dire infime, mais qui polluent nos paysages,
combien de collectivités locales se sont vues imposer des éoliennes sans que cela rapporte à qui que ce soit, et finalement pour des bénéfices au niveau national qui sont infimes. Hein. Alors, c'est les éoliennes, mais il y a aussi l'électricité produite par les marées, etc. Il y a des quantités de choses. Je crois qu'il faut faire très attention de ne pas avoir de vue idéologique là-dessus. C'est terrible, ces vues idéologiques, ces appréciations idéologiques. Elles peuvent nous empêcher le progrès, nous handicaper profondément et ne rien nous apporter, au contraire. Oui, bien sûr, pour les énergies renouvelables, encore faut-il qu'on puisse techniquement, mais on y viendra. On va trouver les moyens. Mais c'est ça le génie de l'être humain, si vous voulez. Je me tue à dire que non seulement l'être humain est ce qu'il y a le plus de valeur dans l'univers, mais en même temps il est plus grand que l'univers lui-même, parce qu'il domine l'univers entier par la pensée. Un jour nous y arriverons à ces énergies renouvelables non polluantes. Mais il faut le chemin, il faut faire le chemin. Et ce n'est pas en handicapant la recherche, en posant des principes idéologiques que nous le trouverons. C'est pas possible. Mais visiblement, il y a des techniciens qui disent que c'est possible. On leur donne pas la parole à la télévision. Vraiment, on leur donne pas la parole. C'est autre chose, monsieur. Mais ils nous disent, ils crient haut et fort que c'est possible. Il y a même des pays qui fonctionnent sans centrale nucléaire. Oui, bien sûr. Donc c'est autre chose. Si on leur donne pas la parole, c'est qu'il y a volonté de ne pas leur donner la parole. Voilà. Croyez-vous que, à part des gens comme vous, on me donne la parole à moi? Non. Pourquoi? Parce que je conteste le système politique actuel. Parce que je dis qu'aujourd'hui, on a servi l'homme et la France au lieu de les servir. Et bien donc, on ne me donne pas la parole. Et bien c'est pareil pour ces gens-là. Je suis persuadé, moi aussi, qu'il y a possibilité. Bien sûr, il faudra du temps, il faudra investir, il faudra beaucoup de travail. Ça ne se fera pas en quelques jours. Il ne faut pas rêver. Mais il y a des possibilités. Simplement, là aussi, il faut un chef avec de bonnes bases bonne vision. Et puis qui ne soit pas dépendant des grands lobbies économiques. Et voilà. Et ça, c'est à la nation de le vouloir. Et là, si vous voulez, on revient sur une de vos premières questions, la démocratie. Quand vous me parliez du CNT, je crois. Le CNT, oui. Voilà, la démocratie. Aujourd'hui, en France, je n'hésite pas à dire que nous ne sommes plus en démocratie. Est-ce qu'on y a été vraiment, d'ailleurs, peut-être, oui, encore une fois, à l'époque de De Gaulle, qui, à mon avis, a été le seul homme d'État en France au XXe siècle. Oui, tout le monde en doute aujourd'hui, tout le monde le dit, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, les gens nous disent on est en dictature, enfin une forme de dictature, c'est pas... voilà. Oui, c'est une forme de dictature qui peut se durcir. Aujourd'hui, elle est relativement souple, mais elle peut se durcir très vite. Bien. Mais donc, il faut aujourd'hui revoir complètement le fonctionnement de notre démocratie. La démocratie, la véritable démocratie, elle part du bas et elle est fondée sur un principe peu connu, mal compris, le principe de subsidiarité, qui, partant de l'affirmation que le plus important, ce qui a le plus de valeur, c'est l'être humain. Toutes les décisions doivent être prises par lui ou au plus près de lui. Au plus près possible. Donc certaines ne peuvent pas être prises par lui-même. Et plus elles engagent la communauté nationale, plus bien sûr il faut les prendre haut, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État, Mais la plupart, pourquoi? Alors, je reviens aux éoliennes, vous voyez, on croise tout. J'étais il y a 2-3 jours dans un village où il y avait des éoliennes qui gâchaient tout le paysage. Et puis quelqu'un me dit, mais voilà, ce truc-là, nous on n'en tire aucun bénéfice et ça nous a été imposé. Pourquoi imposé? Pourquoi des gens dont c'est le pays, ils sont chez eux, pourquoi leur a-t-on imposé quelque chose? Je suis un fervent, voyez-vous, du référendum d'initiative populaire et de la démocratie locale. Bien sûr, évidemment, il faut mettre ça dans le cadre global de la nation. Il y a, quand le bien commun est en jeu, et bien sûr, il y a des décisions qui doivent être prises malgré les résistances locales. C'est évident. Mais ces décisions-là sont en général peu nombreuses et elles sont comprises. Et surtout, si la démocratie est ancrée localement, elles seront acceptées. Voilà. Donc, je connais aussi un maire qui se bat pour que sa commune ne soit pas fusionnée avec une autre. Les habitants sont contre le fusionnement,
Ça non plus, ce n'est pas normal. Non. On est en train de comment dire, tout doucement de briser le tissu des communes locales au profit de plus grandes entités. Mais ce n'est pas parce que c'est grand que c'est mieux. Absolument pas. C'est pas forcément mieux géré, ce n'est pas forcément mieux gouverné. Au contraire, très souvent, enfin moi personnellement, je sais quand même mieux pour moi ce qui est bon pour moi que l'État. C'est sûr. Et bien voilà. Donc, et c'est vrai pour une commune rurale ou non d'ailleurs. Alors que pensez-vous de la refonte de nos régions justement? C'est une très mauvaise décision. Pourquoi a-t-on fait cela? Il y a une raison officielle, la meilleure gestion des économies, et on n'en fera pas d'économie. D'ailleurs, ça fera, on le voit dès maintenant. Bon. Par exemple, je crois que c'est en PACA, enfin peu importe, cette fusion, ça a été généralisé de toute façon, cette fusion faisait perdre son poste de président à quelqu'un, donc on a inventé un poste de vice-président, et puis ça a été généralisé au niveau national. Et il y a d'autres décisions de ce genre. Voilà. Donc il n'y aura pas d'économie. Les raisons plus profondes sont en fait de faire des régions de type Länder allemand, sous prétexte que c'est plus gérable, mais en fait c'est dans la perspective d'une fédéralisation de l'Europe, alors que la France n'est pas un pays fédéral, la France n'est pas l'Allemagne. Et au fond, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par cette décision-là, peut-être inconsciemment, mais j'en suis pas certain d'ailleurs, eh bien, nous avons recréé ce que l'ancien régime avait de pire. Nos rois se sont battus pendant des siècles contre les grands féodaux. Finalement, Louis XIV a réussi à les mettre à raison, presque, et puis c'est donc la Révolution et l'Empire qu'ils ont mis complètement à raison. Et aujourd'hui, on les recrée. On recrée les grandes féodalités. Et ça, je crois que c'est très, très, très pernicieux. C'est très délétère pour l'unité nationale, en particulier si nous continuons avec le régime des partis. Qu'est-ce qu'on voit sur la longue durée? Prenez un parti comme le Parti socialiste. Autrefois, il y a 50 ans, c'était le parti de la classe ouvrière et du prolétariat. Ensuite, c'est devenu peu à peu le parti des Français de fraîche date, issus d'immigration et des bobos, comme on dit, n'est-ce pas? Et puis maintenant, on sent une tendance à se tourner vers les régionalistes. Autrement dit, pour rester au pouvoir et arriver à ses fins, le Parti socialiste n'hésitera pas à favoriser les régionalismes et donc, dans ce cas, à dissoudre encore plus la cohésion nationale, l'unité nationale. Ça, c'est quelque chose qui moi, me fait bondir. Pour ma part, je considère qu'il faut garder les régions, peu importe que ce soit les anciennes ou les nouvelles d'ailleurs, et les départements uniquement pour les préfectures. Le réseau de préfectures régionales et départementales. Et on supprime les conseils départementaux et les conseils régionaux. Et on ne constitue que des mairies, avec à chaque niveau un maire et son conseil municipal élu au suffrage universel, bien entendu, je dis à chaque niveau. C'est-à-dire la commune rurale, la communauté de communes rurales, avec un maire et un conseil municipal élu au suffrage universel, pour qu'il n'ait pas de préférence pour telle ou telle commune. Élu au suffrage universel, et puis ensuite la ville, et ensuite la métropole, parce que les métropoles c'est autre chose que des villes comme Périgueux, Tourcoing. Voilà. Donc voilà, et puis c'est tout. Et au-dessus de cela, au-dessus si je peux dire, il y a le niveau national avec les députés, le président de la République. Mais je crois qu'on n'a pas besoin, aujourd'hui d'ailleurs, pour la vie économique, la vie sociale, on n'a pas besoin du niveau départemental et du niveau régional en matière d'administration, sauf pour l'administration préfectorale. Là, je crois que c'est tout à fait pertinent. Ça reste pertinent. D'accord. Voilà. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion.
Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie du général Didier Tauzin pour la parution de son ouvrage Rebâtir la France chez Mareuil Éditions. Alors, nous parlions de démocratie. Vous êtes d'accord avec Étienne Chouard qui crée des ateliers pour apprendre aux Français à réécrire la Constitution? Oui, mais ça fait partie, si vous voulez, de cette multitude d'initiatives qui montrent que la France, en ce moment, se cherche, que les Français se cherchent. Je ne dis pas que nos responsables politiques cherchent. Non, eux, ils sont certains. Ils sont à côté de la plaque, puisqu'ils n'ont plus les faveurs que de 12 à 15% des Français, et encore. Ça montre qu'il y a un foisonnement d'idées et de recherches dans notre pays qui, je crois, est vraiment fantastique et porteur d'espoir. Alors ça part un peu dans tous les sens, mais c'est normal. C'est une sorte de brainstorming qui se passe au niveau national, chacun un petit peu dans son coin. Mais si vous voulez, un jour il faudra que ça donne quelque chose. Sinon, soit ça va avorter et la déception sera très grande, soit ce sera récupéré et ça sera peut-être encore pire, ou bien ça sera combattu. Et puis le temps presse. Le temps presse aujourd'hui. Nous sommes dans une situation générale, que ce soit sur l'économique, avec 10 millions de Français dans la précarité et 5 millions de chômeurs, et puis le délitement de notre tissu économique, la situation, la cohésion nationale dont j'ai beaucoup parlé, ce qui me tient beaucoup à cœur, que ce soit la situation sécuritaire, parce que aujourd'hui, alors que les Américains ont une politique agressive, y compris à l'égard de la Russie, ce qui, enfin, je ne comprends pas, moi, c'est dramatique. Nous risquons fort, nous avons un Proche-Orient qui est en ébullition, le Maghreb et le Machrek, toute l'Afrique du Nord, qui bouge énormément. Il y a un avenir potentiellement grave. Et puis, comment dire, le flux d'immigrants qui va recommencer. L'entreprise turque maintenant qui manifestement a décidé de reconstituer l'Empire ottoman, en particulier en Europe, etc. Donc le temps presse un peu. Donc je crois que, si vous voulez, beaucoup de choses vont se jouer à la prochaine échéance électorale, présidentielle. Et donc ces initiatives, comme celle dont vous m'avez parlé, n'auront pas mûri d'ici là. Elles vont simplement apporter des éléments de réflexion. Il est du devoir du prochain président de la République de créer les conditions pour que toutes ces idées qui germent puissent s'exprimer et, si elles sont admises par la nation, eh bien, être mises en œuvre. Voilà, je crois. Alors moi, je préconise vraiment le référendum d'initiative populaire, de même que d'autres réformes dont on peut parler plus tard, mais le temps passe. Alors vous serez candidat en 2017. Oui. Alors, supposons que vous soyez élu, que feriez-vous le lendemain de l'élection? Le lendemain des élections Le lendemain même des élections, je crois que je dormirai beaucoup, voyez-vous. Bon, alors quelques semaines après, qu'est-ce que vous mettriez en place? Après ma prise de fonction, je m'adresserai aux Français. Bien sûr pour les remercier, pour leur dire que personnellement il est hors de question pour moi de dresser le peuple de gauche contre le peuple de droite ou réciproquement. Vraiment ce qui me tient à cœur le plus, c'est l'unité et l'amitié entre les Français. C'est très important. Nous avons des gens qui nous divisent depuis 40 ou 50 ans, et alors qu'il faut unir et faire de l'amitié. C'est très important, première chose. Ensuite, je leur dirais que pour mener à terme les réformes fondamentales qui sont nécessaires pour rebâtir notre pays, parce que c'est de cela qu'il s'agit, eh bien, j'aurais besoin évidemment d'une majorité parlementaire. Et parce que je prépare des candidats aux législatives, n'est-ce pas, au sein de l'association politique Rebâtir la France, qui a été créée au mois de janvier cette année, et à laquelle les adhésions sont désormais assez nombreuses. J'aurais besoin d'une majorité parlementaire, et en même temps que les législatives, dans toute la mesure du possible, parce qu'il faut que j'étudie cela plus en détail. Je ne suis pas arrivé au bout de ma réflexion. Mais le plus vite possible, je procéderai donc aux 3 référendums dont je vous entretenais au début, sur la pause migratoire, la souveraineté et le code éthique. Et puis ensuite, si vous voulez, je commencerai à faire le tour de France. Comment dire, par amitié, pour tisser des liens personnels avec
redonner la confiance aux Français finalement. Oui, mais surtout pour tisser de l'amitié. Oui, de l'amitié, oui. Je le constate dans mes conférences. C'est étonnant. Là, il y a quelques jours, j'étais en conférence à Clermont-Ferrand. Et puis, après cette conférence, est venu vers moi un homme de mon âge, 65 ans à peu près, et qui me dit j'ai toujours voté à gauche. Eh bien, je voterai pour vous. Je voterai pour vous parce que vous voulez tout mettre au service de l'homme, et c'est ça, la gauche que j'aime. C'est ça qu'attendent les gens. Bien sûr, c'est cela qu'attendent les gens. Tout mettre au service de la France et des Français. Et puis, tisser de l'amitié. Je ne cesse d'en parler, tout cela. Je dis à ceux qui veulent me suivre, je leur dis, écoutez, les partis divisent, faites de l'unité partout où vous pouvez. Ils nous montent les uns contre les autres, allez vers les autres pour tisser avec eux des liens d'amitié. C'est très important. Une nation, c'est comme une famille. C'est d'abord de l'amitié ou de l'amour. Bien sûr. Et de l'unité. C'est très important. Sinon, nous finirons par nous taper les uns sur les autres. Et ça, j'ai vécu 4 guerres civiles sur le terrain. C'est dramatique. Bien sûr. Et on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour s'entendre. On est là pour construire un pays ensemble. Exactement. On est là pour nos enfants et nos petits-enfants. Avec tous ceux qui le voudront. Il ne s'agit pas, hors de question pour moi, de dire, de procéder à des remigrations forcées, sauf pour les fauteurs de troubles. Ça, c'est autre chose. C'est différent. Voilà, avec tous ceux qui sont aujourd'hui français, et puis on rebâtit une France nouvelle, et on ne peut pas revenir en arrière. Ceux qui veulent revenir en arrière se trompent. Ils se trompent radicalement, on ne revient jamais en arrière. Un fleuve ne remonte jamais à sa source. Voilà. Alors pour terminer, est-ce que vous auriez un message particulier à adresser aux auditeurs? Oui, mais je viens de le dire, voyez-vous, je suis un amoureux fou de mon pays, de notre pays. Je crois vraiment qu'il a un avenir. Aujourd'hui, il traverse une très mauvaise passe. Mais ce n'est pas la première. Il en a vécu beaucoup d'autres époques difficiles. Et bien sûr, celle-ci est typée comme les autres étaient. Ce n'est pas l'époque. Nous ne sommes plus au moment des guerres de religion ou de la guerre de 100 ans ou de la Révolution. C'est une autre forme d'épreuve. Eh bien, il n'y a personne d'autre que nous, Français de 2016, 17, 18, 19, 20, etc. Personne d'autre que nous ne peut rebâtir la France. Mais nous le pouvons si nous le voulons. Et si nous sommes ensemble, unis, nous le ferons. J'en suis intimement persuadé. Et les moyens pour cela, c'est la volonté. Une volonté ferme et dans la durée. L'unité. Encore une fois, l'unité. Il faut capitaliser, si je peux dire, sur ce qui nous unit. Et ce qui nous unit est tellement plus grand que ce qui nous divise. C'est la France. C'est notre histoire. C'est la langue française. Ce sont les paysages français. C'est tout cela qui nous unit. Et puis, notre passé, c'est fabuleux. Et puis, je leur dis aussi, il faut tisser de l'amitié. C'est très, très, très important. Aborder les gens d'abord avec le sourire. Le Français qui est en face de moi, il le pense différemment de moi. Oui, mais c'est d'abord un Français. On est dans l'échange. On est dans l'échange. Mais aujourd'hui, on échange de moins en moins. On communique de plus en plus, mais on communie de moins en moins. Alors, l'unité nationale, oui, c'est ça. C'est comme dans une famille. C'est d'abord une communion. Il y a des différences et on les accepte. Et on les accepte. Mais il y a quelque chose de plus grand que ces différences. C'est cette communion qui fait la famille. Donc, on ne sait pas définir, d'ailleurs, une certaine culture familiale, une certaine histoire familiale, avec des histoires qu'on aurait voulu ne pas exister. Eh bien oui, il y a plein d'histoires dans les familles, comme dans la nation, qu'on voudrait... elles ont existé malgré tout. Il faut arrêter de se chiffonner, de se battre entre pétainistes et gaullistes, entre gens de droite et gens de gauche, entre favorables à l'ancien régime. Ça n'a plus aucun sens. Surtout aujourd'hui. On est dans une situation trop difficile pour continuer. Et je répète, ça n'a vraiment aucun sens aujourd'hui. Par exemple, on me demande si je suis gaulliste. Non. De Gaulle lui-même disait « le gaullisme mourra avec De Gaulle ». Je prends dans De Gaulle ce qu'il y a de bon. Et je ne cherche surtout pas à le plaquer aujourd'hui, je cherche à l'adapter. Parce que les situations sont différentes. Tout à fait. Pareil, chez Henri IV, c'est un très grand roi, Henri IV. Je ne sais pas quelle était la profondeur et la réalité de sa conversion au catholicisme. Et peu m'importe, il a fait œuvre d'homme d'État en faisant la paix. Voilà. C'est donc
la France, elle s'en sortira. J'en suis persuadé. Et je suis aussi totalement persuadé que, au fond d'eux-mêmes, beaucoup, sinon l'immense majorité des Français, pensent comme moi. Eh bien, c'est possible, ce que je leur dis. Rejoignez-moi, et ensemble, nous rebâtirons la France. Et être à l'écoute de l'autre. Mais oui, c'est surtout ça. À l'écoute de l'autre, aller vers les autres. Et c'est vrai au niveau international. C'est vrai au niveau international. Je suis un amoureux fou de l'Afrique. J'y suis né, j'y ai passé de nombreuses années, et j'aime beaucoup l'Afrique, et je m'entends très bien avec les Africains. Et je sais qu'en Afrique, dans les anciennes colonies françaises, la France a une cote fantastique. Bien sûr, moindre qu'autrefois. Mais il faut retourner, non pas dans l'esprit de coloniser, c'est radicalement, c'est pas du tout dans mon esprit, mais dans un partenariat de développement. Ce sont nos frères humains, ces gens-là. Nous devons prendre, si nous ne faisons pas cela, si vous voulez, l'avenir risque d'être dramatique. Là aussi, on n'en a peut-être pas parlé, mais comment se dessine ce XXIe siècle? L'Europe, y compris la Russie, la Russie fait partie de l'Europe. Voilà. Il faut arrêter de penser que la Russie est notre ennemi, c'est fini. L'URSS est morte. L'Europe, y compris la Russie, c'est aujourd'hui 800 millions d'habitants. À la fin du siècle, ça sera encore 800 millions d'habitants, sauf apport migratoire massif. Mais 800 millions plus âgés. L'Afrique à elle seule passera de 1 à 4 milliards d'habitants. Et si elle s'enfonce dans la misère, comme c'est le cas, parce que quoi qu'on en dise avec les augmentations de PIB, etc., quand on va sur le terrain, la pauvreté est peu à peu remplacée par la misère dans les populations. Et bien si on laisse cela, eh bien un jour, ça sera dramatique pour eux, mais ils trouveront un leader et puis ils déferleront sur nous. Nous avons un devoir d'humanité, mais aussi un devoir pour nous-mêmes, de survie quasiment, et c'est de tisser un partenariat de sécurisation et de développement de l'Afrique. Et en plus, quelle aventure absolument magnifique pour des générations, de jeunes Européens et de jeunes Africains. Alors on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? Oui, rebâtirlafrance.fr. D'accord, alors on peut trouver toutes sources d'informations, je suppose. On retrouve vos livres, vos ouvrages aussi? Oui, et aussi Facebook. Facebook, d'accord. Voilà, Didier Tauzin. Et puis, oui, voilà, les livres, les ouvrages, les conférences, tout cela. Et puis, la possibilité aussi d'adhérer à notre association politique. D'accord. Et voilà. Merci, Général Didier Tauzin, et bon courage pour la suite, et vive la France, alors. Oui, vive la France, et merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.